Bien, merci de votre présence. Nous allons parler dans cette session de migration dans le cloud, de migration massive. C'est-à-dire passer au-delà des premières applications que vous avez peut-être déjà migrées, un site web, un environnement de développement, quelque chose comme ça. C'est comment passer de je migre une ou deux applications à je migre un data center complet ou la totalité des applications. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre de partenaires et de clients qui l'ont déjà fait avant vous. Donc ça nous a permis de récupérer un certain nombre de bonnes pratiques, de témoignages, et de compiler tout ça dans ce qu'on appelle une notion de landing zone. Et donc c'est ce que je vais vous présenter, et je serai surtout accompagné d'Olivier Berger, qui est le CIO d'attestation légale, qui témoignera justement sur sa migration dans le cloud, accompagné de Ypon, et en particulier de Steve Well, qui vous montrera aussi l'ensemble de bonnes pratiques, et peut-être vous dédicacera son livre blanc sur le serverless. Donc pour démarrer, évidemment les bénéfices du cloud sont largement connus, on en a parlé, vous en avez eu beaucoup d'illustrations ce matin. Il y a le fait de ne plus avoir à deviner la capacité, d'accélérer la création de ressources informatiques, de pouvoir se déployer massivement et globalement dans le monde, si c'est votre souhait. Mais en tout cas, il y a vraiment un facteur commun que l'on revoit, que l'on tire de l'ensemble des enseignements. Et quand nos clients sont suffisamment avancés dans le cloud, ils nous disent, en fait, ça sert à aller plus vite et ça sert à innover plus vite. Donc finalement, c'est agilité, vitesse, innovation, c'est ce qu'il y a en bas à droite sur ce transparent. Au final, c'est ça. Et je trouve que c'est important de se dire, quand on fait une migration dans le cloud, ça doit être l'objectif primaire. La bonne nouvelle, c'est que tous les autres, vous les aurez. C'est-à-dire que ça vous permettra effectivement de payer moins cher, ça vous permettra de ne plus avoir les petits tracas de je n'ai pas assez de capacité ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si vous faites un projet uniquement pour baisser les coûts, parce qu'on en voit rarement, mais on voit des fois des clients qui font ça, le risque, c'est de passer à côté de tous les autres bénéfices. Donc, une fois que vous avez passé ces étapes, planifier une migration, c'est quand même un projet important. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a voilà, quels sont les facteurs de succès, justement, qu'est-ce que vous allez privilégier par rapport à ça, le portefeuille d'applications, comment vous allez mettre tout ça en place, quels sont bien sûr la sécurité qui est un élément essentiel pour non seulement avoir au moins le même niveau de sécurité que ce que vous avez avant, mais surtout progresser en sécurité. Et il y a de nombreuses réglementations qui arrivent, en particulier je pense à RGPD, donc la nouvelle réglementation générale de protection des données personnelles. Donc AWS, les offres sont déjà prêtes pour ça, et nous nous sommes déjà engagés à être conformes à cette nouvelle réglementation, mais il y a potentiellement des évolutions à faire dans vos applications. Donc par rapport à ça, et pour capturer justement l'ensemble de ces bonnes pratiques, nous avons créé une architecture de référence. Donc c'est cette compilation du savoir-faire, et on appelle ça une landing zone. Landing zone dans le sens où ça vous permet à vos équipes d'infrastructure, vos équipes informatiques, de préparer le terrain. Comme ça, les premières applications vont pouvoir arriver dans un endroit qui est borné, avec un processus qui est clair pour tout le monde, et surtout dans un endroit qui est sécurisé, et qui vous permettra justement d'aller en confiance et de faire projet réussi sur projet réussi. Une autre chose qui est importante à garder en tête, c'est une approche itérative. Ne passez pas 3 mois à construire la guerre des étoiles, à construire et à penser absolument à toutes les possibilités, ainsi de suite. Ça aussi, c'est un grand enseignement, c'est faites une petite landing zone et itérez au fur et à mesure. Justement, c'est parce que c'est difficile d'imaginer d'entrer ce qui est nécessaire ou ce qui sera superflu. Donc les landing zones et cette approche, c'est une cartographie. Il y a différentes étapes. Alors on ne va pas absolument tout couvrir, on a beaucoup de documentation ici, mais je veux juste brosser un petit peu les points essentiels pour vous donner des guides, pour voir aussi, vous puissiez vous dire qu'est-ce qui sera important pour vous à faire dès le début, qu'est-ce qui sera peut-être important à faire mais plus tard, et justement de bien pouvoir planifier par rapport à ça. Donc, et bien sûr, ne pas se retrouver dans une tension ou dans un antagonisme. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les utilisateurs qui vont vous demander toujours plus d'agilité, toujours plus de nouveaux services, mais en même temps une informatique centrale qui veut garder du contrôle, qui veut garder un contrôle en termes de sécurité, en termes de gestion des coûts. Donc ici, ce n'est pas les mettre en opposition, au contraire, c'est faire les deux à la fois, et c'est satisfaire à ces différents besoins à la fois. Et donc c'est un voyage. Et l'idée, un des objectifs qu'on voit très souvent, c'est d'arriver à aligner à la fois les gens du métier, les développeurs, mais aussi tout ce qui est l'informatique centrale, justement autour de cette notion-là. De dire, je veux contrôler au sens où on va préparer le terrain.
Je ne vais pas forcément donner les clés à tout le monde pour que... On ne veut pas du chaos, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Au contraire, c'est de borner, c'est de se dire, je vais définir, côté IT, je vais définir un catalogue de services avec des choses qui sont déjà connues, sur lesquelles j'ai des compétences, je sais l'opérer, je sais le sécuriser, et le mettre en mode self-service auprès des utilisateurs de l'informatique, avec sous forme de template automatisé, avec la sécurité qui est déjà incluse, et finalement de se dire, je vais donner à un développeur les outils pour qu'il puisse travailler. Je vais aussi avoir un canal de retour pour se dire, finalement, j'ai peut-être pas fourni tous les outils, donc il faut peut-être aussi que j'itère sur mon offre. Et les développeurs vont être relativement autonomes, mais avec, comme on dit, avec une sorte de grand frère qui regarde par-dessus son épaule, bienveillant, un grand frère bienveillant, qui vérifie que néanmoins les bonnes pratiques sont respectées, la sécurité est respectée, et qui va aussi conseiller sur les bonnes pratiques et les architectures. Donc les fondamentaux, à chaque fois, et ça c'est important et c'est fondamental aussi dans le cloud, les fondamentaux c'est toujours la sécurité. Ne transigez pas sur la sécurité. Au contraire, profitez du cloud pour progresser en sécurité. Mais également l'automatisation. L'automatisation a des bénéfices à tous les niveaux. Ça veut dire moins d'erreurs, ça veut dire une meilleure disponibilité, et ça veut dire aussi une meilleure sécurité. Parce que justement moins d'erreurs ou moins de risques. Et focalisez finalement, mon conseil, focalisez sur vos clients internes, sur vos utilisateurs de l'IT. Je prends utilisateur vraiment au sens large. Je ne parle pas de l'utilisateur final de l'application, je parle des développeurs, je parle des architectes, je parle des exploitants, de tous ceux qui vont innover justement sur cette IT-là. Donc, les grandes étapes, c'est, justement, je vais les balayer un petit peu rapidement. La première chose, c'est les comptes. Au niveau d'AWS, vous avez cette notion de segmentation qui est, vous pouvez créer un compte, 2 comptes, 5 comptes, 10 comptes. Ça prend 5 minutes, ça se fait en ligne. Et les comptes sont des entités qui sont indépendantes les unes des autres. Vous pouvez bien sûr, alors vous allez éviter d'avoir une facture AWS par compte, donc il y a aussi cette notion de consolidation pour avoir une seule facture qui va agréger l'ensemble. Mais ce qui est important, et il y a des bonnes pratiques là-dessus aussi, c'est de dire profitez de cette segmentation-là pour mettre des barrières entre des éléments qui dépendent d'entités différentes, par exemple de business unit. Mais une première bonne pratique très simple, c'est mettez un compte de production et mettez un compte de hors production. Ne mélangez pas la production et le hors prod sur un même compte. Pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions toutes simples, des questions d'erreur humaine. Je pense que ça nous est tous arrivé, moi ça m'est arrivé aussi, de faire des choses. Je croyais que j'étais en environnement de développement et oups, en fait j'étais en environnement de production. Et ça peut plus ou moins bien se passer. Ce sont des choses qui arrivent. Donc un des éléments, c'est pour... Vous empêcherez peut-être pas complètement que ça arrive, mais avoir des environnements qui sont séparés avec des gestions des systèmes de bastion, des choses comme ça qui sont séparés, ça va vous réduire ce nombre d'erreurs. Donc un compte payeur justement pour agréger les factures, aussi probablement des comptes centraux, justement qui sont eux gérés par votre informatique centrale pour tout ce qui va être bien sûr le catalogue de services, la gestion des coûts, mais aussi, et ça c'est intéressant pour les gens de la sécurité, c'est centraliser l'ensemble des logs, centraliser et avoir ce qu'on appelle un compte d'audit. Alors un compte d'audit, l'idée c'est simple, les ressources donc les utilisateurs de ce compte-là, ils peuvent tout voir, ils peuvent tout inventorier, mais ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien modifier, rien supprimer, rien créer. Donc là aussi c'est une sorte de tour de contrôle qui permet à votre RSSI et ses équipes d'avoir une vision en temps réel sur ce qui se passe et de détecter les comportements anormaux. Et après, vous allez donner les clés justement pour des différents types de comptes, que ce soit production critique ou autre. Et aussi, éventuellement, avoir des zones à part pour les projets innovants, pour l'IoT, pour la partie workspaces, pour le serverless, et ainsi de suite. Et donc tout ça étant au sein d'une région, tout ça étant en fait potentiellement dans les mêmes data centers, donc il n'y a pas de question de latence. Donc vous l'avez compris, en fait, ça vous donne une possibilité qui est finalement d'avoir autant de data centers virtuels que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout au même endroit et vous pouvez justement segmenter tout ça. Alors ça peut paraître complexe quand je le présente comme ça. En fait, c'est tout simple. On a un service pour ça qui s'appelle AWS Organisation qui permet, une fois que vous avez ce compte central, littéralement en 2 clics, de créer ces sous-comptes et d'affecter les droits par rapport à ça. Donc mon conseil, donc avoir un compte et tout mettre dedans, ce n'est pas une bonne pratique. Avoir 5000 comptes, ce n'est pas une bonne pratique non plus parce que ça devient très difficile à gérer. Donc garder, une question que j'ai souvent, c'est finalement il faut que j'ai combien de comptes, combien de VPC, combien de choses comme ça. Ma réponse, c'est il n'y a pas de chiffre magique, ça dépend de ce que vous voulez en faire, ça dépend de comment vous voulez cloisonner, mais évitez de dépasser les quelques dizaines.
Et ça, c'est un peu le chiffre magique. Tout simplement, garder quelque chose qui tient sur une page A4. Si ça commence à être plus long qu'une page A4, ça commence à être difficile à gérer. Et ça veut dire qu'il faut commencer à écrire des outils ou des scripts ou des macros Excel, si vous êtes un fan d'Excel, justement pour arriver à gérer ça. Deuxième étape, le réseau, ou les réseaux. Alors, il y a déjà donc j'ai parlé des comptes, il y a aussi des éléments de segmentation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'élément le plus important, c'est en haut à gauche, c'est la partie VPC, Virtual Private Cloud. Là aussi, le concept, c'est un data center virtuel. Vous pouvez en créer un en 3 minutes, vous pouvez le supprimer aussi. Donc ça veut dire que vous pouvez comme ça segmenter l'ensemble de vos applications, de vos lignes, de vos départements, mais ça va plus loin. Ça veut dire que vous pouvez aussi créer un environnement pour 2 heures, pour un test. Donc vous avez des tests de sécurité à faire sur une nouvelle application. En fait, vous allez créer un nouvel environnement avec un nouveau VPC, un nouveau data center virtuel. Tout ça, c'est automatisé. Vous faites les tests et 2 heures après, vous éteignez tout. Et le lendemain, vous pouvez faire la même chose à nouveau. Donc, une grande opportunité d'automatiser tout ça. On a beaucoup de documentation pour vous aider là-dessus. Et nous avons aussi des équipes, en particulier Professional Services, qui peuvent vous accompagner ou accompagner vos partenaires, là aussi, pour partager les bonnes pratiques et voir comment ça se passe pour vous. Et bien sûr, quand je parle de réseau, là, je suis au sein de l'infrastructure AWS, mais c'est aussi comment relier vos data centers existants avec les infrastructures AWS. Mon conseil, là encore, c'est prenez du Direct Connect. Direct Connect, c'est une connectivité fibre privée entre vos data centers et nos infrastructures. Nous avons plus d'une 50aine de partenaires qui peuvent vous aider. Donc c'est du Direct Connect avec une fibre. Vous pouvez aussi l'utiliser pour différents environnements. Ça, au niveau des VLAN, on va très facilement justement distribuer tout ça. Donc ça veut dire qu'en fait, même si vous avez de multiples data centers virtuels, vous allez pouvoir bénéficier de la même fibre pour alimenter l'ensemble. Vous pouvez aussi passer sur ensuite sécuriser l'ensemble en passant par d'autres liens. Et mon conseil aussi, c'est garder également un secours sur Internet. Donc l'idée là, c'est de pouvoir avoir une connectivité garantie avec une très faible latence et de se prémunir contre la majorité des types de pannes. Ensuite, côté sécurité, en sécurité, justement, il y a un des nouveaux bénéfices du cloud qui est absolument fabuleux et qui généralement plaît énormément au RSSI, c'est d'avoir une tour de contrôle, d'avoir un élément central qui vous dit en quasi temps réel qui a fait quoi. Que ce soit côté serveur, que ce soit côté base de données, que ce soit côté stockage, côté réseau, sur l'ensemble de la plateforme, vous avez cette vision-là. Et ça vient en standard dans l'offre. Il n'y a pas besoin d'acheter un outil supplémentaire ou d'acquérir des nouvelles compétences, ça vient absolument en standard. En fait, ça s'appelle AWS Cloud Trail. Activez-le sur vos comptes. Et en tout cas, on le dira aux gens de la sécurité et les gens de la sécurité vous le diront, activez-le. Et ça vous dépose l'ensemble de ces données. Qui a fait quoi en temps quasi réel. Ça va même plus loin aussi, c'est également config, AWS config. C'est l'équivalent d'une CMDB. Donc ça va inventorier l'ensemble de vos ressources. Donc ça vous permet comme ça aussi de revenir en arrière, une sorte de time machine. Vous voulez savoir en fait comment était votre infrastructure virtuelle hier ou il y a un mois, et ainsi de suite. Mais surtout, nous vous proposons également de la gouvernance automatisée. Donc vous avez un lien en dessous avec beaucoup d'exemples. Et non seulement vous allez pouvoir comme ça avoir une vision de ce qui se passe, mais vous allez pouvoir réagir en temps réel s'il y a une non-conformité avec la gouvernance. Par exemple, on parlait de RGPD tout à l'heure, certaines applications qui traitent de données personnelles, vous souhaitez que les données soient chiffrées. Chiffrer sur AWS, c'est simple, c'est généralement une case à cocher. Donc non seulement vous allez cocher cette case, mais en plus vous aurez en permanence AWS Config qui va réagir et pour tout un domaine applicatif, s'il détecte qu'il y a une ressource qui a été créée et les données ne sont pas chiffrées, vous allez avoir une alerte en quelques secondes à quelques minutes. Et vous en faites ce que vous voulez de cette alerte. Soit vous envoyez un email, un SMS ou ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi réagir automatiquement. C'est-à-dire que si vous détectez qu'une ressource n'est pas conforme, vous pouvez avoir un script ou donc une fonction lambda qui la tue automatiquement. On a fait une démonstration l'an dernier à re:Invent. re:Invent, c'est notre événement mondial à Las Vegas, où une personne comme ça lançait une machine virtuelle qui était non conforme au niveau des firewalls. La machine commence à démarrer. Une seconde après, elle est tuée automatiquement par un script, justement, parce qu'elle est non conforme. Donc le temps d'exposition, c'est 1 seconde. C'est-à-dire la machine n'a même pas eu le temps de commencer à booter qu'elle a été tuée. Donc il y a beaucoup de choses. Là encore, ne faites pas tout dès le premier jour. Ça ouvre d'énormes possibilités et nos équipes et vos RSSI, justement, vont pouvoir vous guider là-dessus.
On reste dans le domaine de la sécurité, mais c'est surtout l'identité, la fédération d'identité. Alors ça, c'est un domaine qui est assez simple, mais il faut s'y prendre dès le début comme ça, c'est faites de la fédération d'identité. Ne commencez surtout pas à redéclarer l'ensemble de vos administrateurs sur la plateforme AWS. Mon conseil, là encore, c'est utiliser du SAML v2, donc c'est un protocole qui sert à ça. Si vous avez par exemple l'ensemble de vos ressources déjà dans un Active Directory, c'est juste de la configuration, et vos utilisateurs seront très contents parce qu'ils pourront comme ça automatiquement être reconnus et connectés sur la console AWS ou sur les API AWS. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de centrer sur les utilisateurs du cloud et à quoi ça va ressembler. Donc l'idée, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est de se dire je veux quand même garder une gouvernance, je ne veux pas faire n'importe quoi en sécurité ou en gestion des données, mais je veux un self-service pour mes innovants, pour mes développeurs, pour mes lignes métiers. Donc ça veut dire qu'en IT Central, vous allez déclarer ces templates, il y a plusieurs manières de le faire, on le verra tout à l'heure aussi avec le témoignage d'attestation légale. Mais vous allez définir de manière automatique ce que ça signifie sur ce catalogue de services. Vos utilisateurs vont ensuite choisir auprès de ça. Et en fait, je vais vous montrer simplement à quoi ça peut ressembler donc, au niveau de la console. Vous avez justement un ensemble. Alors, il y a des notions de profil, de groupe, donc vous n'affichez pas forcément la même chose à tout le monde. Vous allez proposer à vos développeurs des architectures toutes prêtes, dans des environnements sécurisés déjà prêts. Vos administrateurs en garde ont une notification systématique chaque fois que c'est créé, que c'est modifié, que c'est supprimé. Vous pouvez imaginer aussi mettre un workflow d'approbation si vous le souhaitez. Et vous gardez à chaque fois le contrôle, la visibilité, tout en ayant cette agilité et ce self-service. Donc, et ensuite, j'espère que je vous ai donné envie de démarrer, de migrer. C'est utiliser ce concept de landing zone. Il y a beaucoup de documentation. Ne faites pas tout le premier jour, hein, mais automatisez. Allez-y progressivement, allez-y de manière itérative. Vous avez beaucoup de questions-réponses en ligne aussi, et surtout, nous sommes là. Donc, les équipes AWS et nos partenaires sont là pour vous aider à chaque étape. Mais qui mieux que, justement, IPON et attestation légale pour parler de ce voyage, justement. Merci à Steve et Olivier pour ce témoignage. Bonjour. Oups. Donc moi je suis Olivier Berger, je suis directeur informatique de la société Attestation Légale. Alors en deux mots, Attestation Légale, c'est une société dont l'objectif premier au quotidien, et c'est une réalité, est de rendre les gens heureux. C'est notre objectif, c'est ce qui nous motive tous les jours. Alors ça fait souvent sourire. Moi j'ai rejoint Attestation Légale il y a 6 mois, entre autres pour ça. J'étais un peu sceptique, mais c'est une réalité. Alors derrière, évidemment, on a un business, mais on cherche à rendre nos clients et nos collaborateurs heureux. Et pour la petite histoire, on le fait au travers d'attestations URSAF, qui ne sont pas forcément très rigolotes au départ. Donc moi, quand on m'a proposé de venir témoigner à cet événement, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité de partager avec vous une expérience d'une petite société, en fait, d'une PME, hein, parce qu'on est 70 collaborateurs chez Attestation Légale. On est une société qui est, dit-on, une solution SaaS, hein, donc on est monde web. Du coup, ça paraissait AWS paraît assez naturel. Et du coup, les raisons de notre décision de migration, on les a déjà pas mal vues, en fait. Tout ce qui a été dit depuis ce matin résume assez bien ce qui a motivé, en fait, notre volonté d'aller chez AWS. Alors, on était déjà beaucoup dans le cloud, hein, puisqu'on était, on est toujours un petit peu, parce que notre migration n'est pas tout à fait terminée, mais on était chez un hébergeur aussi assez connu, notamment qui a été pas mal connu la semaine dernière. On en était, on va dire, globalement assez satisfait, mais en tout cas, on arrivait au bout de ce que pouvait nous apporter cet hébergeur. Et donc, on a décidé de passer une étape supplémentaire. Alors, les raisons de notre décision, hein, d'abord, on a un développement à l'international et en particulier en Europe qui est assez important et donc qui a motivé cette décision. On en a aussi parlé, la réglementation autour des données personnelles, qui est une inquiétude auprès de nos clients. Et donc, on a lancé une initiative au niveau de l'entreprise qui passe en particulier par cette migration.
Le deuxième élément, qui est un élément important, alors on en a un peu parlé ce matin comme étant une crainte chez Attestation Légale, c'était plutôt une vraie motivation autour de la sécurité. Chez l'hébergeur chez lequel on est aujourd'hui, on gère complètement de manière autonome notre sécurité. On gère notre infrastructure en fait. On a des admin 6 qui gèrent l'infrastructure. Sauf qu'on n'a pas les moyens d'un AWS en fait pour garantir la sécurité. Donc notre objectif, c'est d'améliorer la sécurité, notamment la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, qui sont les 3 piliers en fait de la sécurité, mais qui sont aussi les 3 piliers de notre offre de service. Ensuite, le troisième point, c'est l'industrialisation et l'automatisation. Donc là aussi, on en a beaucoup parlé. Le fait de gérer son infrastructure, ça limite notre agilité dans un monde où on a besoin d'être de plus en plus agile. Donc très clairement, ça a été un des gros moteurs de notre décision. Le quatrième élément, c'est le catalogue de services en fait. Aujourd'hui, chez OVH, parce que je ne l'ai pas cité jusqu'à présent, mais tout le monde l'avait compris, c'est chez eux qu'on était. Le catalogue de services n'est pas aussi fourni que celui d'AWS. Et nos perspectives en termes d'offres commerciales et d'innovation sont largement supportées par le catalogue de services d'AWS. Et puis le dernier élément, qui n'était absolument pas une motivation au départ, pas du tout. On n'a pas fait ce choix dans un objectif d'économie ou financier en tout cas. Malgré tout, c'est un élément qui est intéressant. Le pay as you go, on n'est pas obligé de surdimensionner nos infrastructures pour prévoir l'avenir. On les dimensionne comme il le faut, au moment où il le faut. Alors ça nécessite, effectivement, seul le consommer et facturer, mais ça nécessite quand même de suivre sa consommation, parce que si on surconsomme, on surpaye. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Alors, en termes de démarche, j'ai voulu résumer ça de manière très simple. Il n'y a rien d'innovant dans ce que je vous montre là. On a eu une phase... donc la migration, c'est un projet de 6 mois à notre échelle, pour migrer l'intégralité de nos applications, que ce soit notre plateforme SaaS ou nos applications internes. Il y a une première phase qui a été réalisée cet été de préparation et de planification, qui nous a amené en fait à retenir AWS. Il y avait d'autres compétiteurs. On a choisi AWS. Et puis ensuite, on a eu une phase de communication. Communication auprès de nos utilisateurs internes et du comité de direction, mais également auprès de nos utilisateurs externes, de nos clients. Et un des retours qui nous a été fait, c'est la crainte de voir partir les données de nos clients dans des sociétés qui pourraient potentiellement, via par exemple le Patriot Act, récupérer des données. Donc en fait, on a travaillé là sur cet aspect-là avec un cabinet d'avocats spécialisé pour nous garantir en fait, notamment la conformité d'AWS par rapport à la RGPD et à la réglementation européenne de manière plus globale. Ce qui nous a permis d'éditer une note qu'on a communiquée à nos clients et qui a énormément rassuré en fait nos clients. Ensuite, il y a la phase de migration à proprement parler. Alors dans cette phase de migration, on n'a pas fait que migrer chez AWS, on en a aussi profité pour industrialiser un petit peu plus et notamment dockeriser l'ensemble de nos applications. Donc là, ça nécessite toujours un petit peu de travail, de refactoring un peu de nos solutions, parce que tout n'était pas forcément Docker ready. Et puis ensuite, chose qui est importante, on a une grosse phase de validation avec notre métier pour bien valider que ce qui fonctionnait avant fonctionnera demain, avant de basculer réellement l'ensemble de la production sur AWS. Ce qui est important en fait, moi je dirais un des key success factors dans un projet comme celui-là, et y compris quand on est une PME, je dis ça parce que moi je viens d'un grand groupe pharmaceutique dans lequel c'est une évidence, mais ce qui n'était pas forcément le cas dans une PME, c'est de s'entourer en fait d'un partenaire qui est certifié et qui nous accompagne en fait dans ce projet-là. Et en l'occurrence, nous on a choisi Hippon Technologies pour nous accompagner. Et du coup, je vais passer le relais à Steve qui va vous présenter un peu plus en détail. Merci Olivier. Du coup, moi, je vais vous présenter un peu plus la partie globale, technique et les 4 phases qui ont caractérisé un peu cette migration. Comme le disait tout à l'heure Olivier, en fait, pour un petit rappel, c'est que Attestation Légale quand même a connu une croissance en mode un peu start-up. Donc,
très grosse croissance assez rapide. Donc son IT aussi a subi cette croissance. Et donc, on n'a pas juste fait une bascule vers le cloud, vers AWS, on a aussi dû retravailler un peu le parc d'applications, les transformer et les adapter aux nouveaux services AWS pour justement les rendre encore plus maniables et évolutives. Donc c'est pour ça que la première phase, c'était la transformation du legacy. Ensuite, on va reparler de sécurité aussi. Alors là, ça sera des concepts au final qui ont été très bien vus lors de l'explication sur la landing zone. La templatisation, histoire de garantir vraiment cette automatisation. Et aussi la partie automatisation. Alors là, c'est plus sur différents process. Alors la transformation, c'est on est arrivé, on veut migrer vers des nouveaux services très jolis et automatiques chez AWS. Il a fallu déjà faire une étude sur le legacy, sur les applications existantes, comment elles étaient, quel était leur système de gestion de la donnée aussi, quelle était même leur infrastructure, leur architecture au niveau logiciel, au niveau même directement le langage utilisé pour chacune des applications. Et on a dû justement voir comment on allait faire pour la transformer, pour l'automatiser, pour la rendre même, on va dire, stateless, pour pourquoi pas avoir une mise à l'échelle automatique et justement s'adapter un peu à tout ce qui est traffic pattern que pourrait avoir subir l'application. Donc c'est pour ça qu'on a un peu tendu vers la partie dockerisation, on en parle beaucoup en ce moment, je ne vais pas refaire la pub là-dessus. Il y a beaucoup d'autres solutions, tout à l'heure on parlait de mon livre sur le serverless, il y a beaucoup de solutions serverless. Alors il y en a un peu, mais bon, je ne reviendrai pas dessus sur l'infrastructure. Du coup, il a fallu dockeriser. Alors bon, il y en a beaucoup qui peuvent dire que c'est simple, mais dans la dockerisation, outre que mettre tout ça dans un conteneur, il a fallu surtout rendre l'application stateless, et ça c'est la phase un peu plus délicate, c'est que qu'il y ait 1, 2, 10, 20, 30 réplicas de l'application, il faut que l'application puisse vivre correctement, que toutes les données soient bien échangées, qu'il n'y ait pas de problématique d'échange de sessions ou autre entre les utilisateurs. Donc c'est pour ça que la première phase, c'était vraiment de relister un peu tous les applicatifs et de les moderniser, de les industrialiser, de les dockeriser. L'automatisation aussi, c'est que il y avait déjà beaucoup de process de continuous intégration côté ALG. Il a fallu rajouter encore un peu plus de process pour pareil, ajouter la partie build de Docker, la partie déploiement aussi, comme des nouveaux process automatiques chez attestation légale. La partie sécurisation, au final, on ne s'était même pas du tout concerté avec Stéphane tout à l'heure, mais c'est exactement ce qui a été dit lors de la landing zone. C'est nous, la sécurisation, on a créé deux environnements, des environnements de pré-prod, des environnements de prod, du multi-account pour vraiment avoir cette séparation forte au niveau du déploiement pour éviter les erreurs humaines, pour éviter même... nous, c'était aussi dans un attrait de la RGPD, on sait que la prod va avoir des problématiques de sécurité, de confidentialité, d'intégrité des données beaucoup plus fortes. C'est pour ça qu'on peut garantir du chiffrage ou autre côté production, alors que la pré-prod, on va être un peu plus permissif. On va pouvoir même anonymiser toutes les bases de données pour vraiment encore plus séparer ces deux niveaux d'environnement. On va dire un peu plus en technique, on va de la séparation sous réseau, de l'utilisation de bastions pour garantir un seul point d'accès pour notre réseau et garantir vraiment juste la connectivité à ce bastion-là de façon sécurisée pour garantir que on va dire toute notre infrastructure n'est pas visible sur Internet et réduire au maximum notre empreinte. La confidentialité et l'intégrité des données, donc on en revient avec la partie chiffrement des données, l'utilisation de tout ce qui est HTTPS. Alors pour certains, ça peut paraître simple et obligatoire, mais l'HTTPS, forcer l'utilisation de toutes ces communications sécurisées pour ouvrir les canaux et garantir justement un accès sécurisé à toutes les applications du legacy, que ce soit avec la visibilité cliente ou en interne pour tout ce qui est business au niveau attestation légale. L'anonymisation des données, pour tout ce qui est hors production. Si on veut donner un peu plus délier les mains un peu à toute notre équipe de développement, on veut leur donner la capacité de déployer de l'application, mais sans pour autant mettre, on va dire, en danger tout ce qui est données de nos clients, parce que c'est quand même des données sensibles, et encore plus avec l'arrivée de la RGPD où ça sera encore plus réglementé. On veut donner justement de l'agilité à l'équipe de développement, leur capacité de développer, de déployer des nouveaux outils, sans forcément mettre en risque l'intégrité, la confidentialité des données clients. Et restriction d'accès,
C'est voilà, gestion du multi-account où voilà, entre la production et la pré-production, on aura deux politiques différentes d'accès aux environnements et une restriction beaucoup plus forte sur la partie production qui sera beaucoup plus limitée sur voilà, les utilisateurs qui auront le droit de même impacter ou visionner tout ce qui est infrastructure. Templétiser. Alors là, c'est aussi une autre partie d'attestation légale. C'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que l'attestation légale, c'est un écosystème plutôt où en fait il y a énormément de petites startups qui vont émerger d'attestation légale. Et c'est enfin le directeur Renaud Sornin qui est c'est un très grand entrepreneur là-dedans justement, et il y a énormément de startups qui sont issues de cette entreprise. Et c'est pour ça qu'en fait on a vraiment voulu templétiser au maximum toute cette infrastructure pour que en fait ça fasse office de base de connaissances pour toutes ces startups, qu'elles puissent demain démarrer rapidement et réutiliser un peu cette connaissance pour avoir déjà une infrastructure ready, une infrastructure automatisée, avec une réduction de coûts vu que c'est avec du pay-as-you-go, etc. Donc nous, le choix, c'était l'utilisation de Terraform. Il y en a énormément sur le marché. Nous, c'était un choix. Je ne vais pas débattre non plus dessus, mais voilà, c'est pour faire du multi-provider, c'était vraiment pratique. Et on a pu vraiment automatiser, que ce soit de la phase, comme on disait tout à l'heure, de la configuration du CloudTrail et la mise en place un peu de tous ces principes de sécurité jusqu'au déploiement de chacun des services, de cette automatisation, de tout ce qui est mise à l'échelle automatique et autres. Une modularisation aussi, c'est que grâce, on va dire, à cette technologie d'infra as code, on a pu séparer un peu ces templates en plusieurs couches, des couches réseau, des couches sécurité, des couches au niveau service, des couches données pour tout ce qui est gestion de base de données et autres. Alors, ça peut faire rigoler, mais c'est pareil, c'est pas parce qu'on fait de l'infrastructure, c'est qu'on est toujours dans des environnements de développement, même si c'est du développement d'infrastructure, mais on va subir et suivre aussi les concepts de développement sur la modularisation, le versionning et autres. Et développement, c'est Terraform permet aussi de faire du locking, c'est que même si on était plusieurs à développer cette infrastructure, on a pu développer en simultané sans pour autant se marcher dessus et qu'il y ait deux personnes qui créent le même environnement deux fois avec du locking et une garantie justement de verrouillage sur ce déploiement. Et enfin, on va parler d'automatisation. Alors là, tout à l'heure, c'est grâce aussi à cet outil de templétisation, on a pu automatiser au maximum en fait, tous les petits process pour réduire surtout au maximum l'intervention de l'équipe infrastructure sur l'environnement, sur le cloud AWS. Donc, dans l'automatisation, on va parler de tout ce qui est mise à l'échelle. Donc, on parlait de Docker tout à l'heure, donc on utilise bien sûr ECS, qui est l'orchestrateur Docker Amazon. Donc là, c'est pareil. On a mis en place des règles de scaling automatique qui va faire croître ou même décroître, pour faire de l'économie de coûts, le cluster Docker pour justement s'adapter un peu aux besoins de l'entreprise et éviter tout ce qui est syndrome de surcoût et autres. Pareil au niveau des services, en fait, là c'est plus directement lié à chaque application. On a des règles d'autoscaling qui va permettre justement à chaque application de grandir ou se réduire selon la demande et encore plus comme ça, coller au trafic pattern lié à l'application. Par exemple, il y a des grosses charges peut-être vers décembre parce qu'il y a des opérations annuelles qui se font. À ce moment-là, justement, on va pouvoir croître le nombre d'applications, s'adapter à la charge et, par exemple, en janvier, on va pouvoir réduire et ainsi aussi réduire les coûts, réduire tout ce qui est à côté. La partie supervision et notification, c'est mis à l'échelle. Voilà, s'il y a 10, 15, 20 machines qui sont créées selon les besoins, l'équipe infrastructure sera notifiée, un joli petit mail pour lui dire il y aura 10 nouvelles machines qui ont été créées. Elle sera notifiée, elle pourra comme ça toujours superviser avec les outils aussi qu'offre AWS, avec le CloudWatch, des dashboards, pour voir vraiment un peu l'état du parc infrastructure et voir que justement il n'y ait pas des surcoûts un peu qui se fassent à ce niveau-là. Pareil avec toujours les systèmes AWS, des systèmes de notification pour en fait recevoir de l'information sur s'il y a des problèmes de traitement suite à l'analyse de log, problèmes d'accès aux API, même directement à AWS, être notifié du moins à ce moment-là. Donc c'est toujours de la petite configuration, mais une fois que toutes ces pièces de puzzle sont mises en place, on a vraiment un système autonome qui permet de s'autogérer avec vraiment un impact au niveau équipe IT ultra réduit, où leur travail va recevoir de la notification, faire de la supervision. Donc on va pouvoir réutiliser cette charge de travail vers des process un peu plus pertinents.
Et pareil, déploiement, tout à l'heure j'en parlais un peu, on va mettre en place des process de continuous delivery. Alors là, c'est grâce au Docker et autres. Et au template, on va pouvoir faire du continuous delivery. On va pouvoir faire tout ce qui est même gestion de mise en production, où ça ne va pas juste faire un on-off. On va pouvoir faire du déploiement en blue-green, par exemple, pour garantir que voilà, de la montée de version, par exemple, des applications en step. Et voilà, toujours ce qu'on disait tout à l'heure, avoir un time to market un peu plus réduit. Voilà au niveau des 4 phases. Si vous avez des questions, que ce soit à Stéphane, à Olivier ou à moi, on est là pour y répondre. Merci. Donc, oui, on a préféré justement garder une petite dizaine de minutes à la fin, justement pour que vous puissiez poser vos questions. Bonjour, Julien Guimi, groupe SEB. J'ai juste une petite question, en fait, par rapport au plan de déploiement que vous nous avez montré tout à l'heure. Je crois qu'on a peut-être entendu une cinquantaine de fois depuis le début des sessions le mot agilité par les différents intervenants. Et là, le plan que vous nous avez montré pour la migration sur AWS, c'est un plan en 5 étapes qui ressemble vachement à un cycle en V, en fait. Donc, je voulais voir de quelle manière vous avez pu justement mettre ce mode un peu itératif dans le déploiement des applications vers le cloud. C'est une très bonne question. Donc oui, l'approche générale, elle est un peu en cycle en V, pour différentes raisons. La première, c'est que on avait besoin auprès de nos clients, il y a un aspect, je ne vais pas dire marketing, c'est pas le terme, mais quand on a annoncé à nos clients qu'on migrait vers AWS, ça a généré un peu de peur en fait. Du coup, on a eu une phase de communication où on a cherché à les rassurer. Enfin, où on a voulu les rassurer. C'est pas qu'on a cherché, on a voulu les rassurer. Et en fait, cette approche en 5 étapes rassure beaucoup en fait nos clients qui voient notamment la phase de recette et de test qui est importante. Après, dans les faits, on est sur une démarche où on a sélectionné des applications et on est parti un petit peu comme c'était dit ce matin en fait. On a dans le cadran qui était fait avec la roadmap, sauf que nous on l'a fait à une échelle toute petite. On a d'abord sélectionné nos solutions à nous, IT. On les a transformées, testées, mis en production, utilisées, et ensuite on a tout doucement, par cycle itératif, migré notre parc applicatif. Là, on est en train de finaliser la migration de notre plateforme SaaS, en fait. Donc vraiment le cœur de notre IT. Mais on l'a intégré, en fait, on a fait des petits cycles par groupe d'applications, en fait, en fonction de leur criticité. Mais c'est vrai que la démarche, elle est présentée comme ça parce que c'était aussi un moyen de rassurer nos clients sur le fait notamment qu'on n'y allait pas tête baissée, quoi, et qu'on avait une vraie phase de validation de bon fonctionnement en fait. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques métriques, c'est-à-dire combien d'applications, pour quelle équipe en face? Vous avez donné la durée du projet, mais comme ça donnera peut-être un éclaircissement plus complet. Merci. Alors, au niveau application, c'était un parc d'environ 40 applications distinctes. Donc, c'était vraiment 40 applications complètement distinctes, avec des langages différents, des bases de données différentes. Donc, c'était vraiment un écosystème complètement différent. Et métriques... Au niveau délai, ça fait depuis juillet qu'il y a la phase de réflexion, on va dire. Et la vraie phase de mise en place, dockerisation du legacy et autres, a vraiment commencé début septembre, enfin mi-août, début septembre. Donc ça fait 2 mois, environ 2 mois et demi, sur cette phase de migration. Donc comme disait Olivier tout à l'heure, on n'a pas tout migré tout de suite en production. Donc c'était vraiment par des degrés de criticité, histoire de garantir à chaque fois cette continuité du service, cette continuité au niveau même, vu qu'il y avait pas mal de legacy qui étaient là sur l'ensemble de l'écosystème. Et aujourd'hui, on est 2. Aujourd'hui, côté attestation légale, il y avait une seule personne qui était là, qui maintenait tout le parc applicatif et le parc d'infrastructures en activité. Et donc là, suite à mon arrivée, c'est ce qui a un peu plus dynamisé, donc on s'est vraiment mis justement sur cette phase de dockerisation, de transformation. Donc c'est pas non plus une équipe de 15 personnes à temps plein, c'est le jour, week-end et autres. Voilà. La plus grosse phase, c'est vraiment l'étude. À partir du moment où on maîtrise ça, ça va assez vite.
Alors, il y a effectivement Steve et le SysOps qui ont travaillé à plein temps sur ces sujets-là. Après, dans l'équipe, on a aussi, je l'ai dit, on a fait un peu de refactoring. Donc, ça a mobilisé, on va dire, de manière sporadique les équipes. Et puis, je voulais rajouter quelque chose, mais je l'ai bouffé. C'est pas grave. Ah oui, si, pardon. Je voulais dire, on est en termes de, tu demandais le nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, nos solutions internes touchent 70 utilisateurs, donc c'est relativement limité. Par contre, notre plateforme SaaS, il y a 40 000 utilisateurs aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que la phase de communication, elle était vraiment importante en fait. Oui, moi j'avais une question sur la partie Patriot Act, pardon. Quel est le positionnement d'AWS? Alors c'est peut-être plus pour AWS ou vous, comment est-ce que vous avez rassuré vos clients là-dessus? Ouais, je vais faire un premier élément de réponse. Donc effectivement, hein, on est une société, on se développe à l'international et notamment en Europe. Nos clients aujourd'hui, je parle de 40 000 utilisateurs, c'est des clients qui sont quasiment tous exclusivement français. Et le fait d'aller chez un hébergeur français type OVH, ça les rassurait beaucoup, notamment parce qu'ils avaient l'impression, et en même temps, OVH communique un peu là-dessus, sur le fait que le fait d'être chez OVH protège les clients du Patriot Act, c'est-à-dire de la capacité qu'a le gouvernement américain à venir récupérer des données chez nous. Donc quand on a parlé à AWS, ils ont eu peur en fait. Et donc la manière dont on a géré le truc, c'est qu'on s'est adossé à un cabinet d'avocats spécialisé qui nous a accompagnés en fait. Donc on a pris un tiers neutre, c'est-à-dire ni AWS ni attestation légale, un tiers neutre qui a mené un audit en fait. Et on a laissé un peu le Patriot Act de côté. On a plutôt focalisé sur la partie GDPR, donc enfin réglementation sur les données personnelles. Et on a produit une note en fait qu'on a communiquée à nos clients et qui rassure énormément sur le fait que leurs données, on a garanti un niveau de confidentialité à leurs données. Alors après, ça répond pas complètement à la question sur le Patriot Act parce que j'avoue que c'est pas forcément hyper clair non plus. Il y a beaucoup de subjectif en fait dans tout ça et beaucoup d'émotionnel. En tout cas, ça a suffi à rassurer en fait nos clients. Je vais compléter. Donc, alors, je ne suis pas juriste, donc je ne pourrais pas parler de la partie justement juridique de ça. Il y a dans tous les pays, et en France y compris, il y a des lois qui permettent à certains juges de demander des mandats de perquisition, des choses comme ça. Au-delà de ça, notre modèle de sécurité, il a toujours été de se dire, en fait, nous voulons être en position de ne surtout pas pouvoir accéder à vos données. C'est-à-dire, aucun salarié AWS n'est autorisé à accéder aux données d'un quelconque client. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'on n'est pas dans un modèle outsourcing, on est même dans le contraire d'un modèle outsourcing. Justement, régulièrement, je ne sais pas si c'était le cas pour attestation légale, mais régulièrement, les clients nous demandent la liste des administrateurs AWS qui ont accès aux données. Chez nous, c'est une page blanche. Ils nous demandent aussi la liste des sous-traitants qui ont accès aux données. C'est également une page blanche. Et même au-delà de ça, sur des éléments de sécurité, on parlait de chiffrement, nous voulons être en situation et nous vous donnons des outils pour que vous puissiez chiffrer les données avec des mécanismes où à aucun moment nous ne puissions avoir accès à la clé. Donc il y a un aspect juridique, il y a aussi des aspects de mise en place opérationnelle de la sécurité. Et après, pour terminer, c'est hébergé dans quelle région, du coup, quelle région AWS? Francfort. Donc voilà, c'est hébergé à Francfort, donc dans des data centers qui sont sur le territoire allemand, qui sont opérés par des sociétés qui sont de droit allemand, et sur place, les salariés sont des salariés de droit allemand. Donc ça donne aussi on va dire des garanties qui sont liées aux réglementations à la fois européennes et allemandes en l'occurrence. Et le choix de l'Allemagne est assez intéressant parce que je pense que c'est un des pays européens les plus durs en termes de protection des données personnelles. Dans le même ordre d'idée des protections de la donnée, en Suisse, vous savez que les banques notamment et beaucoup d'organismes ont l'obligation d'avoir leurs données sur le territoire suisse. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? J'ai pas de réponse magique. Donc aujourd'hui, nous avons un certain nombre de régions. Nous sommes présents dans un certain nombre de pays et pas en Suisse. Et après, là encore, je ne suis pas juriste, donc je ne sais pas exactement quelle donnée doit être sur le territoire suisse ou ailleurs. Donc peut-être garder cette question à côté, voir éventuellement avec nos experts si vous avez un projet particulier, mais je ne saurais pas répondre ici.
déjà un bout de réponse pour la partie légale en Suisse. Souvent, on peut se faire accompagner du légal, justement, qui peut nous dire dans quel cas. Parce que les banques en Suisse sont souvent des filiales à l'étranger, et c'est des personnels de l'étranger qui vont interagir sur les serveurs. Le légal, il a tout ce qu'il faut pour dire ce qui est possible de faire ou pas. C'est vrai que parfois, l'IT, on prend les décisions, mais c'est souvent le légal qui doit décider. J'aimerais juste savoir, moi, comment les personnes de l'entreprise ont réussi à changer au niveau formation. Qu'est-ce qui a été fait pour les accompagner, qu'ils puissent être aptes à comprendre ce nouvel environnement? Alors, chez Attestation Légale, hein, la transformation digitale, elle est complètement portée en fait par le comité de direction. Donc on a, en termes d'appropriation de la démarche au sein de l'entreprise, on n'a aucune difficulté. C'est dans les gènes de l'entreprise, donc il y a cette volonté-là. En termes de formation, aujourd'hui, la priorité, c'est d'ajuster notre organisation IT, hein, comme on l'a vu ce matin. Donc on est en train d'y travailler. Et de transformer le métier de notre SysOps, hein, parce que notre administrateur système qui faisait de l'infra pur, il ne va plus en faire en fait. Donc on est en train de travailler, on redéfinit son poste dans le contexte de la nouvelle organisation et on va accompagner ça de formation pour le coup assez technique. Après, pour l'instant, on n'a pas de plan au-delà de celui-là, de formation. Les développeurs sont tout à fait à l'aise avec l'approche. Encore une fois, on est du monde web en fait, hein, donc on était déjà dans le cloud en fait, hein, donc on passe pas d'un data center physique au cloud. On a déjà quand même en termes de mindset un premier pas qui est, ou quelque chose qui est déjà génétique en fait dans nos collaborateurs. Et puis plus largement au niveau de l'entreprise, je disais, on n'a pas encore ressenti le besoin de le faire, parce que c'est je veux dire, ça a été, quand on a présenté le projet, ça a été applaudi, quoi, en fait. Il n'y a pas eu du tout de besoin de venir justifier quoi que ce soit, quoi. Merci.